Je me souviens très bien de la première fois que j'ai vu Henri. C'était un après-midi ensoleillé à Paris et j'étais à un événement social au luxueux hôtel Ritz, entouré d'une foule de gens bien habillés et plein d'histoires à raconter. Moi, Pauline, jeune femme de 25 ans, je commençais à me sentir un peu dépaysée dans ce milieu plein de richesse et d'ostentation. Cependant, ma vie était sur le point de changer d'une manière que je n'aurais jamais pu prévoir. Je tenais une coupe de champagne à la main, observant discrètement les gens autour de moi, lorsque mon regard se posa sur un homme plus âgé, à la posture imposante et à l'air autoritaire. Il s'agissait d'Henri, un homme noir de 70 ans doté d'une aura de sophistication qui attirait les regards partout où il allait. J'étais intriguée et j'ai décidé de me rapprocher. « Bon après-midi, monsieur », saluai-je avec un sourire sincère en tendant la main. « Mon nom est Pauline. » Henri m'a regardé avec un clin d'œil et un sourire chaleureux. « Bonjour, Pauline. Je m'appelle Henri. C'est un plaisir de vous rencontrer. » Nous avons discuté pendant un moment et j'ai vite découvert qu'Henri était un magnate des affaires, propriétaire d'une fortune incalculable. Il a partagé ses récits de voyage et de réussite avec une passion qui m'a immédiatement captivée. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à quel point ma vie pourrait changer si je me rapprochais de lui. Mes intentions ont commencé à prendre forme dans mon esprit et une stratégie a commencé à émerger. Les jours suivants, je me suis fait un devoir d'être présent à tous les événements et réunions où je savais qu'Henri serait présent. Petit à petit, j'ai gagné sa confiance et sa sympathie. Il semblait enchanté par ma présence, toujours souriant et m'incluant dans ses conversations. Nos sorties sont devenues plus fréquentes et j'ai soigneusement cultivé l'image d'une jeune femme intéressée et dévouée. Un soir, alors que nous marchions le long de la Seine, Henri s'est arrêté et m'a tenu la main. « Pauline, tu as apporté une nouvelle lumière dans ma vie. J'aimerais te demander quelque chose de très important. » Mon cœur battait à tout rompre, anticipant ce qui allait suivre. « Qu'y a-t-il, Henri ?» ai-je demandé, essayant de paraître aussi naturel que possible. Il prit une profonde inspiration puis dit « Pauline, veux-tu m'épouser ?» Pendant un bref instant, je me suis permis de ressentir l'émotion de la proposition. Mais bientôt, la raison et mes projets d'avenir ont pris le dessus. « Oui, Henri, j'accepte », répondis-je avec un sourire radieux. Il m'a serré tendrement dans ses bras et j'ai su que j'étais sur le point d'atteindre mes objectifs. À partir de ce moment, ma vie a pris une tournure inattendue. J'étais déterminée à profiter au maximum de cette opportunité de richesse et de confort que m'offrait Henri. Il ne savait pas que mes intentions allaient bien au-delà de l'amour et de la camaraderie qu'il espérait trouver en moi. La cérémonie de mariage fut un spectacle de splendeur et d'opulence auquel peu de gens auraient le privilège d'être témoins. Cet après-midi-là, le manoir d'Henri se transforme en un véritable palais de contes de fées, orné de fleurs rares et de lustres en cristal qui reflètent la lumière de 1000 couleurs. Moi, Pauline, vêtue d'une robe de mariée exubérante, je me sentais comme la protagoniste d'une histoire que j'ai toujours rêvé de vivre. Henri, avec toute son élégance, ressemblait davantage à un roi dans son royaume, et ses yeux pétillaient lorsqu'il me regardait marcher vers lui dans l'allée. Juste après la cérémonie, j'ai emménagé dans le manoir. Chaque pièce semblait cacher les secrets d'un passé luxueux et mystérieux. La décoration, minutieusement choisie, reflétait le bon goût et la richesse accumulée au fil des années. Mon regard parcourait les couloirs larges et lumineux, admirant les œuvres d'art et les meubles anciens qui racontaient des histoires silencieuses. C'est au cours d'une de ces explorations que j'ai rencontré Jacques, le majordome fidèle et perspicace d'Henri. Avec ses cheveux gris soigneusement peignés et sa posture impeccable, il incarnait la discrétion et l'efficacité. Cependant, ses yeux, toujours attentifs, révélaient une certaine méfiance à mon égard. « Madame Pauline, dit-il en s'inclinant légèrement, avez-vous besoin de quelque chose en particulier ?» J'ai souri, essayant d'avoir l'air aussi amical que possible. « Je suis juste en train d'explorer la maison, Jacques. Tout cela est tellement nouveau pour moi. » Il hocha la tête, mais je ne pus m'empêcher de remarquer que son regard restait fixé sur moi quelques secondes de plus, comme s'il essayait de déchiffrer mes pensées. Henri, à son tour, semblait de plus en plus enchanté par moi. Cependant, au fil du temps, j'ai remarqué qu'il commençait à me tester de manière subtile. De petits pièges financiers se sont présentés à nous. Un investissement incertain ici, un don caritatif là, me mettant toujours dans des situations où ma cupidité pourrait se révéler. Mais j'étais assez intelligent pour échapper à ces pièges, conservant une façade d'épouse dévouée et aimante. Un soir, alors que nous dînions sous la douce lumière du lustre principal,
Henri me regardait avec un regard mêlé d'affection et quelque chose de plus difficile à déchiffrer. « Pauline, chérie, j'ai pensé à notre vie ensemble, dit-il d'une voix pensive. Je veux m'assurer que tu es heureux ici. Encore plus que ce que j'aurais pu imaginer, répondis-je avec un sourire que j'espérais convaincant. Il hocha la tête, mais ses yeux ne quittèrent pas les miens. N'oubliez pas, ma chère, que dans cette maison, l'honnêteté est le pilier le plus important. Cette phrase a résonné dans mon esprit pendant des jours. Est-ce qu'il se méfiait de moi? En savait-il plus qu'il ne le laissait entendre? Jacques, toujours à proximité, semblait surveiller chacun de mes mouvements, et je commençais à sentir que le manoir, si grand et si luxueux, avait des yeux et des oreilles dans tous les coins. Les jours qui suivirent furent une délicate danse d'apparence et d'intentions cachées. J'avais envie de me rapprocher d'Henri, de comprendre ses pensées, et en même temps de continuer à explorer les moyens d'assurer la fortune qui serait un jour la mienne. Jacques, par sa présence constante, rappelait que tout faux pas pouvait être fatal. « Jacques, tu travailles ici depuis longtemps ?» j'ai demandé un jour, essayant d'entamer une conversation. « Oui, madame. Depuis plus de 30 ans. J'ai vu beaucoup de choses se produire dans cette maison. » Sa réponse était vague mais chargée de sens. Et Henri a toujours été si prudent avec ses finances. J'ai insisté, essayant de paraître décontracté. Jacques m'a regardé un instant avant de répondre. Henri est un homme très sage, madame. Il sait où mettre sa confiance. Cette conversation m'a mis mal à l'aise. Il était évident que Jacques en savait plus qu'il ne le laissait entendre et qu'Henri, malgré son apparente affection, n'était pas un homme facile à tromper. Mais j'étais déterminée à m'en tenir à mon plan, quoi qu'il arrive. La fortune d'Henri était une tentation irrésistible et j'étais prêt à relever tous les défis pour la remporter. Je ne pouvais pas croire à ma chance. Après avoir épousé Henri, ma vie s'est transformée en une séquence sans fin de luxe et de plaisir. Emménager dans cet immense manoir, c'était comme entrer dans un conte de fées, où chaque pièce dégageait une opulence dont je n'avais jamais rêvé. Au début, Henri ne semblait pas remarquer combien je dépensais. Doté d'une fortune incalculable, il ne se souciait pas des petites extravagances. Mais rapidement, mes dépenses sont devenues tout sauf minimes. J'ai commencé à acheter des bijoux qui scintillaient comme des étoiles, des vêtements de créateurs qui faisaient envie à toutes les femmes de Paris et des voyages extravagants qui me permettaient de voir les endroits les plus exotiques du monde. Mes journées étaient remplies de visites de boutiques de haute couture, de dîners dans des restaurants étoilés et de balades en yacht sur la Côte d'Azur. L'argent semblait couler à flot et je profitais de chaque instant, toujours aux dépens d'Henri. Jacques, le fidèle majordome d'Henri, ne me quittait jamais des yeux. Il me regardait avec une suspicion voilée, comme s'il savait exactement ce que je faisais. Il ne fallut pas longtemps avant qu'il fasse part de ses inquiétudes à Henri. « Monsieur, Miss Pauline dépense de façon exorbitante. Cela ne vous concerne-t-il pas ?» demanda Jacques un jour en servant le petit déjeuner. Henri, avec son calme caractéristique, se contenta de sourire. « Je suis au courant, Jacques. Sois patient. Tout est sous contrôle. » La réponse d'Henri m'a surpris quand Jean ait entendu parler. Je m'attendais à ce qu'il soit plus réactif, mais son comportement m'a rendu encore plus confiant dans la réussite de mon plan. C'est lors d'un voyage dans le sud de la France qu'Henri suggère quelque chose qui va changer le cours de tout. Nous étions à un dîner en bord de mer, le parfum salé de l'océan mêlé au parfum des fleurs qui décorait la table. « Pauline, ma chérie, » commença Henri en me tenant tendrement la main, « j'ai réfléchi à notre avenir. J'aimerais que tu réfléchisses à la signature d'un contrat prénuptial tardif. Cela te garantira une généreuse allocation en cas de mariage tardif. Divorce. » L'idée m'a surpris, mais la promesse d'une allocation généreuse était tentante. Sans hésitation, et sans lire attentivement les clauses, j'ai signé le contrat. Après tout, j'étais sûre qu'Henri était complètement sous mon charme et que rien ne pouvait aller mal. Le soir même, de retour dans notre chambre d'hôtel, Henri me demande « Tu es heureuse, Pauline ?» Votre question m'a fait arrêter un instant. J'étais heureux? Ou étais-je simplement obsédé par la richesse et le pouvoir qui étaient désormais à ma portée? J'ai rapidement repoussé ces pensées. Bien sûr, Henri. Je suis plus heureux que jamais, répondis-je avec un sourire que j'espérais convaincant. Mais alors que je regardais Henri dans les yeux pendant un bref instant, j'ai cru voir quelque chose de plus profond, quelque chose qui m'a fait me demander s'il était vraiment conscient de tout ce que je faisais. Je suis heureux d'entendre cela, ma chère.
Faisons de ce voyage un moment inoubliable, dit-il en m'embrassant la main. Au fil de la nuit, Henri s'est rapidement endormi après une journée bien remplie. Pour ma part, je n'arrivais pas à fermer l'œil. Je m'allongeais sur le lit luxueux, écoutant le doux bruit des vagues clapotant la plage, essayant de me débarrasser d'une sensation inconfortable qui commençait à se former dans ma poitrine. Quelque chose changeait et je ne savais pas si c'était pour le meilleur ou pour le pire. Depuis que j'ai épousé Henri, un sentiment d'inquiétude m'envahit. Même si le luxe et la richesse m'entouraient, l'idée d'être piégée par un homme beaucoup plus âgé commençait à m'étouffer. Je savais que je devais agir rapidement pour assurer mon indépendance financière avant qu'il ne soit trop tard. L'idée d'empoisonner Henri est apparue dans mon esprit comme une solution simple et efficace à mes problèmes. J'ai commencé à faire des recherches discrètes sur les poisons et leur dosage. Chaque jour, la tension augmentait, mais je la cachais bien. Henri, toujours attentif et affectueux, ne semblait se douter de rien. Jacques, le majordome, en revanche, me regardait toujours avec une suspicion voilée, ce qui augmentait ma prudence. Malgré cela, j'ai poursuivi mon plan, déterminé à aller de l'avant. Un soir, alors que nous dînions, Jean ait profité pour mettre une petite dose de poison dans le verre à vin d'Henri. Il but une gorgée et, pendant un instant, mon cœur s'arrêta presque. Mais rien ne s'est passé. Il m'a souri, complètement inconscient de ce que j'avais fait. J'ai répété le processus plusieurs fois dans les jours suivants, en augmentant toujours la dose progressivement. Henri commença à se sentir mal, se plaignant de douleurs à l'estomac et de faiblesse. Jacques, toujours attentif, se rend compte que quelque chose ne va pas et appelle le médecin de famille, le docteur Moreau, pour une consultation. J'étais dans le salon lorsque j'ai entendu leur conversation. « Docteur Moreau, je m'inquiète pour monsieur Henri. Il ne se sent pas bien ces derniers temps, » dit Jacques d'un ton sérieux. « Je comprends, Jacques. Je vais faire des tests pour savoir ce qui se passe, » répondit le médecin. J'étais nerveux, mais j'ai gardé mon sang-froid. Je ne pouvais pas les laisser me soupçonner. À ma grande surprise, le docteur Moreau a découvert la présence de poison dans l'organisme d'Henri, mais n'a pas immédiatement révélé ses soupçons. Lui et Jacques ont décidé de garder l'information secrète, élaborant un plan pour démasquer mes intentions. Pendant ce temps, je poursuivais mon projet, persuadé que j'arrivais à me débarrasser d'Henri sans éveiller les soupçons. Un après-midi, alors que nous étions dans le jardin, Henri a évoqué la possibilité de faire un nouveau testament, précisant qu'il souhaitait assurer mon avenir. Je souris, essayant de cacher l'anxiété qui grandissait en moi. « Pauline, tu as été une épouse merveilleuse. Je veux m'assurer que tu vas bien, peu importe ce qui m'arrive, dit-il avec un regard affectueux. « Ah, Henri, tu es si généreux. Je veux seulement ce qu'il y a de mieux pour toi, répondis-je, essayant de paraître sincère. Je ne savais pas qu'Henri et Jacques avaient une longueur d'avance. Ils avaient remplacé le traitement d'Henri par un placebo, et ils simulaient ses symptômes pour me prendre en flagrant délit. Alors que je croyais l'empoisonner à petit feu, ils attendaient le bon moment pour agir. Un soir, Jacques est venu vers moi avec une expression d'inquiétude feinte. « Madame Pauline, monsieur Henri est très faible. Le docteur Moreau m'a demandé de lui donner ce médicament immédiatement, » a-t-il déclaré en me tendant une fiole. J'ai pris la bouteille et je suis allé dans la chambre d'Henri. Il était allongé sur le lit, pâle et haletant. Mon cœur battait vite, mais je savais que je devais rester calme. « Henri, voici le médicament que le docteur Moreau m'a prescrit. Ça te fera te sentir mieux, dis-je, essayant de paraître convaincant. Il a pris le médicament et j'ai observé attentivement, attendant que les effets du poison se manifestent enfin de manière plus intense. Cependant, rien ne s'est produit. Henri ferma les yeux et s'endormit tandis que je quittais la pièce, frustré et confus. Je ne savais pas que ce médicament faisait simplement partie du plan d'Henri et Jacques. Ils me surveillaient de près, attendant le bon moment pour révéler la vérité. J'étais sur le point de découvrir que sous-estimer l'intelligence et la ruse d'Henri serait ma plus grosse erreur. J'attendais avec impatience cette soirée, une grande fête au manoir que je partageais avec Pauline. Des lumières vives se reflétaient sur les fenêtres et le son de la musique remplissait l'air, berçant les invités dans une ambiance de joie et de détente. Jacques, mon fidèle majordome, était comme toujours attentif, accomplissant ses tâches avec l'efficacité qui le caractérise. Pourtant, il y avait une tension sous-jacente, un fil électrique que nous seuls pouvions ressentir. Depuis des semaines, Jacques et moi avions prévu ce moment. Il s'est approché de moi discrètement, pendant que je regardais Pauline discuter avec animation avec certains invités.
Est-ce que tout est prêt, monsieur Henry, murmura-t-il, les yeux attentifs aux mouvements autour de nous. Oui, Jacques. C'est le moment, répondis-je avec un signe de tête. Finissons en une fois pour toutes. Jacques s'éloigna, se dirigeant vers le centre de la pièce où se trouvait le micro. Il s'éclaircit la gorge et le son résonna sur les murs du manoir. Les invités se retournèrent curieusement, interrompant leur conversation. Pauline, qui était de l'autre côté de la pièce, le regardait avec un mélange d'intérêt et d'appréhension. « Mesdames et messieurs, je demande un instant de votre attention, » commença Jacques, la voix ferme. « J'ai une révélation importante à faire. Quelque chose qui ne peut plus rester secret. » Pauline fronça les sourcils, visiblement mal à l'aise face à cette interruption. « Que se passe-t-il, Henry ?» murmura-t-elle en s'approchant de moi. « Attends et vois, » répondis-je calmement, gardant les yeux fixés sur Jacques. « Ce que je vais révéler maintenant risque de choquer beaucoup d'entre vous, » a poursuivi Jacques. « Mais c'est une vérité qu'il faut dire. Madame Pauline a tenté d'empoisonner monsieur Henry. » Un silence stupéfait remplit la pièce. Les yeux se tournèrent vers Pauline, qui paraissait incrédule. « C'est ridicule. Un mensonge flagrant, » s'est-elle exclamée, la voix tremblante. « Non, Pauline, dis-je en m'adressant enfin à elle. Ce n'est pas un mensonge. Nous connaissions vos intentions depuis le début. Jacques et moi surveillons chacun de vos mouvements. » La porte d'entrée s'est ouverte et plusieurs policiers infiltrés qui faisaient partie des invités se sont révélés en s'approchant de Pauline. Elle recula, la panique visible sur son visage. « Vous ne pouvez pas faire ça. Je suis innocente, » a-t-elle crié alors que la police la retenait. « Tu as signé un contrat de mariage, Pauline, » continuai-je d'une voix ferme. « Et ce contrat ne vous laisse aucun droit sur ma fortune. Vous êtes tombée dans votre propre piège. » Les policiers ont commencé à conduire Pauline dehors et elle a continué à crier en signe de protestation. « Henry, tu ne peux pas faire ça. Je t'aimais. » « J'ai peut-être adoré l'idée de ma fortune, » répondis-je, ressentant un étrange mélange de soulagement et de tristesse. « Mais le véritable amour? Tu n'as jamais connu ça. » Les invités ont regardé en silence, beaucoup étant encore sous le choc des événements de la nuit. Jacques s'est approché de nouveau en posant une main réconfortante sur mon épaule. « C'est fait, monsieur Henry. »« Oui, Jacques. C'est fait, » murmurai-je en regardant la porte par laquelle Pauline avait été conduite. Le manoir, qui semblait autrefois plein de promesses et d'ambition, semblait désormais être un lieu de justice et de rédemption. Alors que la nuit avançait, la musique reprit et les invités commencèrent à se disperser, chuchotant toujours sur les événements. Je savais que cette nuit resterait longtemps dans les mémoires, non seulement pour la révélation choquante, mais aussi pour la fin d'un chapitre sombre de ma vie. Et ainsi, le cœur plus léger, j'ai commencé à penser à un avenir différent, libéré des ombres que Pauline avait apportées. Assis sur le banc des accusés, j'ai senti le poids de tous les regards critiques dans la salle d'audience. Les caméras, les journalistes, les chuchotements. Tout cela ressemblait à un cauchemar dont je ne pouvais pas me réveiller. Le juge, un homme d'âge moyen au visage sévère, m'a appelé par mon nom complet, et je me suis levée, tremblant, essayant de garder mon sang-froid. « Pauline Dubois, vous êtes accusée de tentative de meurtre contre votre mari, Henry Lamarque. Comment plaidez-vous » a demandé le juge dont la voix résonnait dans la salle. J'ai avalé difficilement, essayant de gagner du temps. « Innocent, » répondis-je, mais ma voix était faible, presque un murmure. Les procureurs ont présenté une montagne de preuves. Les SMS que j'ai envoyés aux fournisseurs de poison, les relevés d'achats suspects, le témoignage du médecin de famille qui a confirmé la présence de substances toxiques dans le corps d'Henry. Chaque nouvelle épreuve était comme un coup dur, me poussant toujours plus loin dans le gouffre. Henry, assis au premier rang, me regardait avec une expression que je ne parvenais pas à déchiffrer. Il n'y avait ni colère, ni haine, ni tristesse. Juste un regard calme et calculateur. À côté d'elle, Jacques se tenait ferme, le visage inexpressif, mais ses yeux pétillaient de quelque chose que je ne pouvais interpréter que comme un triomphe. Pendant la pause, mon avocat a essayé de me calmer. « Pauline, les preuves sont accablantes. À moins d'un revirement miraculeux, vous aurez de sérieux ennuis. » Je tenais ma tête dans mes mains, sentant le désespoir m'envahir. J'ai commis une terrible erreur en sous-estimant Henry. Je pensais qu'il n'était qu'un vieil homme naïf, facilement manipulable. Mais maintenant, j'ai réalisé qu'il avait toujours une longueur d'avance. À la reprise du procès,
Henri est appelé à la barre des témoins. Il marchait avec sa canne. Chaque pas semblait résonner dans le silence de la pièce. Après avoir prêté serment, il commença à parler, sa voix calme et contrôlée. « Monsieur le juge, mesdames et messieurs du jury, j'ai toujours connu les intentions de Pauline. Dès le début, j'ai réalisé sa cupidité et son ambition démesurée. Mais j'ai décidé de lui donner une chance, en espérant qu'elle puisse changer. Malheureusement, cela n'arrivera pas. » Les paroles d'Henri étaient comme des coups de couteau. Il m'a ensuite regardé directement. Je savais qu'elle essaierait de m'empoisonner. Jacques, mon fidèle majordome, a remplacé le médicament par un placebo avant que des dégâts ne puissent être causés. Une vague de murmures parcourut la pièce. Je sentais mes jambes faiblir. Henri continua. Le contrat de mariage qu'elle a signé, sans même le lire, ne lui laissait aucun droit sur ma fortune. Ce n'était qu'une question de temps avant que ses véritables intentions ne soient révélées. Le promoteur a ensuite présenté le contrat en soulignant les clauses qui m'ont laissé bredouille. Mon avocat a essayé d'argumenter, mais cela n'a servi à rien. Toutes les preuves étaient là. À la fin du procès, le jury a délibéré rapidement. J'ai été reconnu coupable de tentative de meurtre. Le juge m'a condamné à une longue peine de prison. La salle a explosé de flashs d'appareils photo et de questions des journalistes. Alors que j'étais emmené par la police, j'ai regardé Henri une dernière fois. Il s'est levé, appuyé sur sa canne, et s'est dirigé vers moi. Au revoir, Pauline. J'espère que ce moment vous servira à réfléchir à vos actions. Henri se retourna alors et quitta la pièce, Jacques à ses côtés. J'ai ressenti un mélange de colère et de résignation. J'ai été menotté et emmené en prison, où j'ai passé de nombreuses années à réfléchir sur ma cupidité et mes erreurs. Le scandale a envahi les médias français et mon histoire est devenue un exemple de la manière dont une ambition excessive peut conduire à la ruine. Pendant ce temps, Henri a utilisé une partie de sa fortune pour créer une fondation au nom de sa défunte épouse, aidant ainsi les jeunes défavorisés et montrant au monde sa véritable générosité. C'est alors que j'ai réalisé qu'Henri n'était pas seulement un magnate des affaires, mais aussi un homme d'une grande sagesse et d'une grande ruse. Il m'avait battu à mon propre jeu, et maintenant j'allais payer le prix de mon arrogance.